Dans quelques secondes, il est 20 h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Vous voyez apparaître le décompte, nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1, il est 20 h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Gérard Leclerc, c'est un coup de tonnerre. Oui, absolument, un coup de tonnerre dans le paysage politique. Beaucoup sont abasourdis ce soir. Ce qui paraissait inimaginable il y a peu, c'est donc réalisé. Marine Le Pen est donc qualifiée si les estimations sont confirmées, mais elle n'est pas en tête. Est-ce que vous êtes un peu déçu ? La vérité, c'est que ce soir, nous assistons à un événement qui est un événement considérable, dont personne ne peut se réjouir parce qu'il fragilise notre pays et montre à quel point notre système politique est aujourd'hui malade. Ceci étant, il faut l'analyser avec sérénité. J'entends parler de recul de la démocratie. Il n'y a pas de recul de la démocratie quand les Français s'expriment. On peut difficilement imaginer choix plus engageants pour l'avenir. Je crois qu'il y a dans ce score la manifestation d'un espoir pour les Français. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, qui vient de tomber, est comme un coup de tonnerre. Voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays et son principal candidat affronter celui de la droite au second tour est un signe très inquiétant pour la France et pour notre démocratie. Médiacrates et oligarques jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles, qui n'expriment aucune prise de conscience écologique ni sur le péril qui pèse sur la civilisation humaine. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Je ne saurais dire ni faire davantage à cette heure. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Deuxième débat de cette soirée, pourquoi 2017 n'est pas 2002 ? Et pour cela, nous avons invité Michel Brouet. Bonsoir. Bonsoir. Michel Brouet, vous êtes mathématicien. Vous êtes par ailleurs le président de la Société des Amis de Mediapart, qui depuis 2008, cette Société des Amis, nous accompagne et nous aide à construire notre totale indépendance. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a invité. On vous a invité pour un texte qui est publié le 18 avril 2002 dans Le Monde, 18 avril, 3 jours avant le fameux 21 avril 2002 qui va voir Jean-Marie Le Pen qualifié. Et dans cette tribune que vous co-signez avec le metteur en scène Bernard Murat, c'est un cri d'alarme, et le début du texte est le suivant. « Êtes-vous devenu fou ? Le Pen talonne Jospin dans certains sondages ». Et en gros, vous dénoncez très vivement dans cette tribune la dispersion, la dislocation du vote Jospin, qui va effectivement faire que Jean-Marie Le Pen, pour la première fois sous la Ve République, est qualifié au second tour de la présidentielle. Cette alerte, à l'époque, ça a été une des très rares, ça a été peut-être la seule, du reste, à un moment où la presse et les sondages, tout le monde excluait l'hypothèse d'une élimination de Jospin. Et elle a été peu entendue au Parti socialiste. C'est-à-dire ? J'ai essayé de le dire, de le faire savoir, et finalement... Mais vous aviez essayé avant, et puis j'ai décidé d'écrire ça. Il suffisait de voir les courbes. Ouais. J'ai fait une démarche un peu stupide de mathématicien, mais enfin, de mathématicien de n'importe qui. J'ai pris une règle sur les courbes de Le Pen, et puis j'ai regardé où ça tendait. Voilà. Et oui, j'ai eu la trouille. J'ai essayé de le dire. Et puis, ne parvenant pas à faire passer, en tout cas à mobiliser les gens, j'ai décidé d'écrire. Ce qui était un peu bizarre, parce que je faisais partie de la campagne Jospin, quand même. Donc, s'en aller écrire dans Le Monde... Ouais. Voilà. Et ce que vous disiez en interne n'était pas entendu ? Non, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas.
Alors que quand même indépendamment des sondages, sur le terrain à l'époque, on sentait qu'il y avait une dynamique qui ne prenait pas. On sentait ça, bien sûr, on sentait ça, mais personne n'imaginait que ce fût possible d'avoir Le Pen devant Jospin. Et moi-même, je me disais, bon Dieu, enfin bref. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans ce texte, qui est un appel donc aux électeurs de gauche à se ressaisir pour aller voter Jospin, mais tout l'argumentaire que vous développez, c'est il faut tout faire pour éviter Chirac, il faut tout faire pour éviter le libéralisme de la droite. Et finalement, à part cette première phrase où vous écrivez « Le Pen talonne Jospin dans certains sondages », ensuite il n'est plus question de Le Pen, tellement il semble inimaginable qu'il puisse être élu. C'est bien sans doute, parce que ça n'est qu'une interprétation de ma part, ce qui explique que Jospin lui-même ait mis 5 jours avant d'appeler à voter Chirac, parce que ça semblait en effet inimaginable qu'il soit élu. Mais alors déjà la qualification était inimaginable, c'est ça? Oui, la qualification, d'abord, c'est ce que je racontais, le fait que je n'ai pas été entendu avec mes petites règles, là. Et puis ensuite, le fait, bien sûr, qu'il ait d'un score significatif était inimaginable. D'ailleurs, les faits, d'une certaine façon, l'ont démontré. Mais c'était, tout le monde s'en souvient, en tout cas ceux qui ont vécu cette période, ça a été un choc, une honte, un effarement que ces gens-là puissent être au deuxième tour. Et, comparé, enfin j'anticipe peut-être sur vos questions. Alors, et quand vous voyez qu'aujourd'hui, en 2017, d'abord ça fait des mois qu'on annonce la qualification de Marine Le Pen au deuxième tour, et le problème, et nous-mêmes, Edoui le rappelait dans un livre il y a 2 ans, on évoquait la possibilité d'une élection, plus d'une qualification. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans pour qu'aujourd'hui, on parle d'une possible élection et plus seulement d'une possible qualification? Je n'ai pas envie de répondre à la question qu'est-ce qui a changé, parce que finalement tout le monde le sait, mais j'ai envie de qualifier ce qui a changé. C'est une horreur, c'est une horreur qu'on se trouve dans cette situation, avec un parti fasciste, fascisant, post-fasciste, tout ce que vous voudrez, ce qu'est le Front National, en passe d'inquiéter et de nous inquiéter pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est quelque chose d'effarant. Et que le 1er mai se déroule en ordre dispersé et qu'il n'y ait pas de réaction. Voilà, alors l'autre différence, 2017-2002, c'est que quelques jours après le premier tour, le 1er mai 2002, énorme manifestation, 1,5 million de personnes dans les rues, sans même véritablement de préparation. C'est une réaction spontanée d'une immense partie de la société. Et aujourd'hui, rien. Qui exprimait ce que je viens de dire, c'est-à-dire la honte, l'effarement et le non, quoi. On ne veut pas de ces gens-là. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y ait rien? Les syndicats, on vient de publier aujourd'hui un article sur Mediapart, ceux qui nous regardent peuvent le trouver sous ce live, les syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord pour un 1er mai unitaire. C'est le saccage de la vie politique française auquel nous avons assisté depuis l'élection de Chirac, puis celle de Sarkozy, puis celle de Hollande. Le saccage des idéaux de la gauche, l'absence totale de perspective et les trahisons successives des promesses de campagne, des lignes de campagne qui a dézingué la vie politique française, tout simplement. Alors, d'une certaine façon, c'est ce qui s'exprime aujourd'hui à travers le débat extrêmement vif qui agite la gauche, beaucoup trop vif, je veux dire, il est très brutal ce débat entre les partisans de voter Macron, ne pas voter Macron. Il est beaucoup trop vif parce que la période est grave, la période est terrible. Alors, on va y revenir juste pour noter qu'en 2002, le Front républicain, qui à l'époque n'est pas même théorisé, se fait automatiquement. Il n'y a même pas de discussion. Du reste, on remet aujourd'hui dans un papier de Christophe Gueugnot une vidéo à l'époque de Jean-Luc Mélenchon, qui est le premier à appeler à se mobiliser et à voter Chirac. Il n'y a pas de débat à l'époque. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de débat, sauf, je répète, sauf la restriction de Jospin, qui a mis 4 jours ou 5 jours. 5 jours. À appeler. 5 jours à écrire un communiqué appelant à voter Chirac. Voilà. Et pourquoi cette hésitation? J'en sais rien, il faudrait lui demander. Mais mon interprétation est qu'il savait que Chirac serait élu, que Chirac ferait ce qu'il voulait, que Chirac s'assoirait sur les votes des électeurs et il ne voulait pas lui donner ces votes-là.
Mais est-ce que c'était parce que je dis ça parce que vu le silence de Mélenchon et ses déclarations seulement dimanche soir, on peut penser aussi simplement en termes de tout bêtement de psychologie électorale d'un candidat qui voit le monde s'ouvrir sous ses pieds et à qui il faut un certain temps, je dirais, pour assimiler la nouvelle donne et faire des choix raisonnés, faire des choix politiques. Est-ce que il n'y a pas ça, il y avait ça chez Jospin ou il y avait une réticence plus politique? Puisque Jospin avait déclaré qu'il quittait la vie politique, donc il n'y avait plus, non. Chez Mélenchon, je comprends une partie de sa réaction de dimanche soir, parce que c'était pour le moins difficile, d'ailleurs il n'y a qu'à voir les réactions des Insoumis, c'était pour le moins difficile de se rallier au fond à Fillon, à Juppé, à Copé, et puis tout le monde arrivait. C'est comme ça que je comprends une partie de sa réaction. Mais maintenant, on pourrait discuter de pourquoi moi je pense qu'il faut impérativement voter contre le Front National. Dans la suite de ce texte de 2002, à nos amis de gauche qui deviennent fous, vous publiez aujourd'hui sur votre blog sur Mediapart, et on l'a mis en tête du Colonne Club, ceux qui nous regardent peuvent le trouver tout de suite à droite sur la page d'accueil de Mediapart, en haut de la colonne. Vous publiez à nos amis de gauche qui deviennent fous, numéro 2, si je puis dire. Et pour dire là, attention, alerte, il faut évidemment, et sans réticence, voter Macron. Oui, alors je tiens à dire d'abord que ce n'est pas la même folie. C'est-à-dire en 2002, c'était un cri de colère. Un cri de colère, j'ai presque envie de dire a posteriori, en particulier contre ceux qui ont voté Chevènement. Et je pense que si j'étais en colère contre Chevènement à l'époque, les faits postérieurs m'ont donné raison. C'est pas Philippot qui se vante d'avoir été de ceux-là qui avaient voté. Bon. Aujourd'hui, c'est pas un cri de colère. Aujourd'hui, c'est pas un cri de colère. Quand je parle de folie, ils deviennent fous. Aujourd'hui, je pense que les gens de gauche, les gens qui ont voté, Mélenchon et Hamon, sont fous d'inquiétude, sont fous d'incertitude, sont fous de se dire mais je vais pas encore une fois voter contre. Je pense que j'ai presque envie de dire de la tendresse pour cette folie. Donc ça n'est pas, je ne les accuse pas, hein, je ne dis pas vous êtes cinglés. C'est une autre signification du terme folie ce coup-ci. Et en effet, on est confronté à cette question. Mais moi je pense qu'il faut répondre très très clairement. Hein. Et vous dites il faut voter Macron. Ah, je dis il faut voter contre le Front National, et voter contre, c'est voter contre. C'est pas s'abstenir, c'est pas aller à la pêche, c'est pas voter blanc, c'est voter contre et donner des voix à Macron. Ça ne veut pas dire aller crier Brigitte, Brigitte. J'ai pas l'intention d'aller crier Brigitte, Brigitte. J'ai pas non plus l'intention d'aller dire à côté de Copé que je veux le Front républicain. Mais j'ai la ferme intention de ne pas permettre aux brutes d'arriver au pouvoir. Il faut être... Alors finalement, l'argument principal que vous énoncez dans ce billet, et de toute façon on en parlera également longuement dans le débat suivant, c'est de dire je préfère être dans l'opposition sous Macron que sous Le Pen. Bien sûr. C'est plus simple. C'est plus simple, c'est plus confortable pour tout le monde, et pas tellement pour moi, qui figure parmi les privilégiés, que pour des tas de gens. Je veux dire, les brutes au pouvoir, c'est les brutes au pouvoir, et je pense que le Front National est un parti de brutes. Je pèse mes termes. Et le fait qu'aujourd'hui, on l'ait un peu oublié, la fameuse dédiabolisation, qui est une espèce de mensonge communicatoire super bien construit, le fait que les jeunes aujourd'hui disent Marine Le Pen n'a pas l'air fasciste, peu importe de quoi elle a l'air, son parti, ses racines, son histoire, son entourage, ses références font de son parti un parti dangereux. Je fais une différence entre Bush et Clinton, je fais une différence entre Clinton et Trump, et une bien plus grande différence encore entre Macron et Le Pen, quelles que soient les critiques et les distances que j'ai avec Macron. D'où cette phrase de Trotsky que vous avez retrouvée: dans la lutte contre le fascisme, nous sommes prêts à faire un front unique avec le diable et sa grand-mère. Oui, avec le diable et sa grand-mère. Et je ne pense pas que Macron soit le diable, ni même sa grand-mère. Voilà. Bon. Donc je pense en effet qu'il faut voter contre le Front National. Mais est-ce que vous entendez,
parce que c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on peut lire sur Mediapart, dans les fils de commentaires, dans les innombrables billets de blog, c'est ce qui nous a incité à organiser ce débat ce soir. Est-ce que vous entendez le dépit et la frustration de ceux qui ont mis le bulletin de vote Chirac en 2002 ? Oui, bien sûr, j'entends tous les dépits. Et peut-être et de ceux qui, pendant 6 mois, se sont battus sous François Hollande contre le projet de déchéance de la nationalité. Peut-être je devrais parler avec plus de tendresse. Je parlais de tendresse. Oui, je devrais parler avec plus de tendresse à tous ces gens-là, même si je suis en désaccord. Bien sûr que je comprends le dépit. Le dépit de ceux qui ont voté Chirac, je le partage, j'en étais. Le dépit de ceux qui ont voté Mélenchon ou Hamon, je l'entends et d'une certaine façon, je le partage. Ils nous disent, et il faut l'entendre, et il faut leur répondre à ça. Et d'ailleurs, Macron ferait bien de l'entendre. Ils nous disent, la politique que nous avons subie sous Sarkozy et maintenant sous Hollande, en un mot, la politique du libéralisme, fait le lit du Front National. Et si nous continuons à voter pour vous, si nous continuons à vous donner vos voix, le Front National va encore grossir. Mais, et c'est là que le raisonnement tout d'un coup devient bizarre pour moi. Pourquoi diable en tire-t-il la conclusion qu'il faut laisser plus de voix au Front National, qu'il ne faut pas essayer de lui barrer la route? Faudrait-il le laisser venir pour en faire l'expérience? Là, on tombe dans des hypothèses et dans des jeux extrêmement dangereux. Les partis du genre du Front National, quand ils sont au pouvoir, ils ne le lâchent plus. Est-ce que vous reconnaissez quand même que pour un électeur de gauche, c'est un petit peu difficile, par exemple, d'entendre ce matin Christian Estrosi sur la radio publique appeler à voter sans ambiguïté Macron, à tel point qu'il demande l'exclusion de ceux de son parti qui ne voteraient pas Macron. Estrosi qui pendant des années a été le porte-parole de la droite extrême sarkozyste, faisant passerelle avec les thèmes préférés du Front National. On va citer Trotsky. Ouais. Pour lutter contre les fascistes, on est prêt à faire alliance avec le diable et même avec sa mère. Ah là, vous trouvez le diable et sa grand-mère. Mais sa grand-mère. Sa grand-mère. Peut-être qu'Estrosi, c'est la grand-mère du diable. Enfin, peu importe. Oui. Bon. Je m'en fiche d'Estrosi. Je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas le pouvoir au Front National. Et je pense que il faut très calmement et très posément et très clairement expliquer à tous ces gens-là qui hésitent, qui souffrent, que oui, en effet, ils sont victimes d'une violence épouvantable. Oui, en effet, il y a, on ne le sait pas assez, on ne le dit pas assez, 9 millions de personnes en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui, la violence du libéralisme mondialiste est épouvantable. Et oui, d'une certaine façon, c'est ça que nous nous préparons à réélire. Mais oui aussi, la violence du fascisme, qui est la seule alternative à ça, est bien pire. Au moins, sous Macron, je pense que nous aurons le droit de manifester, d'écrire, de nous informer, de critiquer, de nous organiser. Nous aurons un peu d'espace pour nous reconstruire, enfin nous réunir. Nous ne l'aurions pas sous le Front National. C'est là que s'arrête ma compréhension, c'est là que s'arrête ma tendresse. Non, la tendresse ne s'arrête pas, mais la compréhension s'arrête là. Je ne comprends pas ce qui amène ces militants ou ces électeurs à ne pas tout faire pour bloquer. Je ne leur demande certainement pas de rejoindre Estrosi ni Copé. Je ne leur demande pas du tout d'appeler à glorifier Macron et son programme. Je leur demande simplement de voter contre. Pourquoi il y a également ce débat au PS, débat qui n'avait absolument pas eu lieu en 2002 ? Quel débat, quel PS ? Sur le vote Macron. Alors quel PS ? Oui, c'est une autre question. Mais nous, on a reçu aussi beaucoup de messages d'électeurs socialistes, hésitants, d'électeurs, parfois d'élus, qui sont dans les mêmes atermoiements, dans les mêmes interrogations. Même, à la place de Hamon et de ses copains, je serais complètement écœuré. Je voterai, comme je dis qu'il faut voter, mais je serais complètement... Ils ont subi des trahisons, des cochonneries épouvantables, ce qu'on a fait à Hamon, le traitement qu'on lui a fait subir. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire ce que le Parti Socialiste a fait. Parfois, je me dis, voyons, si Valls était à la tête de Macron, est-ce que j'aurais encore le culot de dire votez Valls ? Ben oui, parce que je pense que Valls est moins dangereux que le Front National, mais ça me ferait quand même, ça me serait encore plus difficile. Je comprends qu'il soit furieux. Je comprends que plein de gens soient furieux, je le comprends. C'est pas une raison.
C'est pas une raison. On citait Trotsky tout à l'heure, peut-être qu'on peut le dire à Jean-Luc Mélenchon, on peut lui répéter Trotsky. La dernière phrase de votre billet. Tiens, cette dernière phrase. Si le fascisme arrive au pouvoir, il passera comme un tank effroyable sur vos crânes et sur vos échines. Oui, comme un tank effroyable sur vos crânes et sur vos échines. Entendez cela, les électeurs. Entendez cela, les gens. Bon, merci Michel. On poursuit ce débat avec 4 invités. Et d'ici là, on va voir justement une courte vidéo de 2 minutes. Le discours de Chirac en 2002 et le discours de Macron dimanche. Vous allez voir le contraste et la différence d'ambiance, si je puis dire. C'est aussi l'image d'un couple, hein. On va entendre oui, Jeff Wittenberg. Avec ce baiser, oui. Oui, Jeff Wittenberg, vous êtes également sur place, vous commentez ces images que vous vivez, vous, de l'intérieur, Jeff. C'est aussi le pari gagné d'un couple ce soir. Mes chers compatriotes, ce soir, je veux m'exprimer devant vous avec gravité, avec force et avec détermination. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est notre cohésion nationale, ce sont les valeurs de la République auxquelles tous les Français sont profondément attachés. L'image qui frappe vraiment ce soir lorsqu'on regarde Emmanuel Macron et son épouse, celle que je les vois devant moi, c'est qu'on a déjà l'impression qu'il a gagné. Et c'est étonnant car il faut quand même rappeler les chiffres. Il fait entre 23 et 24% ce soir selon nos dernières estimations. Mais depuis même son départ, QG tout à l'heure, on a l'impression de voir déjà un président élu. Et c'est assez impressionnant cette image. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est l'idée même que nous nous faisons de l'homme, de ses droits, de sa dignité. C'est l'idée que nous nous faisons de la France, de son rôle et de sa place en Europe et dans le monde. Il va maintenant prendre la parole et ça va être évidemment très intéressant de savoir ce qu'il va nous dire à cette minute. Merci à vous. Notre débat démocratique doit être à la mesure des attentes des Français, conforme à nos traditions de tolérance et de respect. Il en va de notre démocratie. J'appelle toutes les Françaises et tous les Français à se rassembler pour défendre les droits de l'homme, pour garantir la cohésion de la nation, pour affirmer l'unité de la République. Voilà. Voilà. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, dimanche 23 avril, le peuple de France s'est exprimé. Alors que notre pays traverse un moment inédit de son histoire, marqué par le terrorisme, les défis économiques, les souffrances sociales et l'urgence écologique, il y a répondu de la plus belle manière, en allant voter massivement.